La riposte dont a parlé le président de la République est une riposte évidemment qui s'est fait sur plusieurs plans. Ça ne concerne pas que la dimension militaire, ça concerne aussi la dimension diplomatique. Nous étions évidemment au 8 février, nous avons tous participé au sommet EAC-SADC, qui était un sommet des crises qui était censé traiter la question dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et dans les traitements de la question, il avait été convenu qu'il y avait un cessez-les-feux. Et 6 jours après, il y a eu la chute de Bukavu. C'est illustratif de la mauvaise volonté du Rwanda, parce qu'en réalité, cette guerre, c'est l'M23, c'est pas l'M23 qui fait la guerre, c'est l'armée rwandaise. Oui, mais les chefs d'État... Au mépris de tout ce qui a été convenu, a continué son initiative. Et de ces points de vue, nous avons vu ce qui s'est passé à Goma, notamment les carnages avec plus de 8500 morts, d'après les chiffres du ministère de la Santé. On ne pouvait pas, dans les conditions dans lesquelles ces choses se faisaient, exposer notre population, parce que la guerre s'est faisant sur notre territoire. C'est notre population que nous sommes censés protéger, qui meurt en premier. Et donc, il y avait évidemment des dispositions, en tout cas au niveau militaire. Il y a eu... Quoi exactement sur les côtés militaires? Je ne saurais pas, moi, vous parler des détails opérationnels, mais il y avait une volonté claire pour nous d'épargner nos populations de la barbarie rwandaise, comme cela s'est passé à Goma. Il fallait éviter à tout prix de faire de Bukavu un cimetière, comme Goma l'était devenu. Et donc, nous étions dans nos droits le plus légitimes en termes de volonté de protéger nos populations, d'agir tel que l'action a été faite. Est-ce que vous voulez récupérer ces terrains? Parce Bien sûr si que nous voulons récupérer, tout ça récupérer. Peut encore une fois nous voulons tout récupérer. Aller dans les si nous ne les récupérons pas diplomatiquement, ça le sera militairement. C'est évident qu'on ne peut pas laisser nos populations être sous la coupe des terroristes et de gens qui tuent sans ménagement, femmes, enfants et jeunes, de la manière la plus barbare possible, où les défenseurs de droits humains, les journalistes, personne n'a le droit de parole à une quelconque contradiction si ce n'est pas risquer d'avoir une balle dans la tête. Et on ne peut pas laisser notre population demeurer sous l'emprise de ces criminels. La RDC a triplé les dépenses militaires dans les derniers 3 ans, c'est presque 1 milliard de dollars. Comment on explique cette situation? Écoutez, c'est la nature de la menace. Il faut savoir que dans les militaires, il y a du tout. Il y a le personnel, l'acquisition, la logistique et tous ces détails. Lorsque le pays fait face à des menaces comme la menace à laquelle nous faisons face avec le Rwanda, il faut bien que le pays s'y prépare. Vous avez parlé de la réponse diplomatique. Dernièrement, c'était l'Allemagne, par exemple, la Grande-Bretagne, le Canada. Ils ont coupé l'aide de développement au Rwanda. Mais si on regarde l'Union européenne, ils hésitent encore avec des mesures très dures, très strictes. Et qu'est-ce que vous entendez de l'Union européenne? Les sanctions qui sont tombées ne sont pas encore, de notre point de vue, suffisantes pour permettre l'application de la résolution du 2773 du Conseil de sécurité qui exige clairement au Rwanda de quitter toutes affaires cessantes, l'Est de la RDC. À défaut de la faire, il faut envisager des mesures diplomatiques fortes parce que le président rwandais avait prévenu qu'il n'aurait pas peur de sanctions. C'était une manière pour lui de défier le monde entier. Quelles sont les mesures fortes, selon vous, que l'Union européenne devrait prendre? Écoutez, les mesures fortes de l'Union européenne, on a parlé de la suppression du Memorandum of Understanding sur les critical minerals, les programmes de défense au niveau du Mozambique, mais pour nous, ce n'est pas suffisant. Je pense qu'il faut regarder dans les cas de la coopération biomultilatérale avec les pays de l'Union européenne, mais aussi la Banque mondiale et les institutions de Bretton Woods, parce que face à l'horreur qu'il y a dans l'Est, et l'horreur qui perdure, on ne peut pas ne pas réagir et très rapidement pour éviter qu'il y ait un effet domino, un effet contagion et que le conflit ne s'empare dans toute la sous-région. Il y a des acteurs dont on ne parle pas beaucoup, notamment la Turquie, la Russie, la Chine, par exemple, et également des partenaires du Rwanda. Quel est votre message vis-à-vis de ces acteurs concernant des événements sanctions? Écoutez, ici, il s'agit d'abord du respect du droit international. Il s'agit du respect de l'intégrité de la souveraineté des pays. Et tous ces pays, que ce soit la Chine, la Turquie, c'est des pays avec qui nous avons de bons rapports diplomatiques, même y compris la Russie. Il y a besoin pour ces pays de prendre des mesures pour contraindre le Rwanda. Vous avez vraiment l'espoir que Kagame il va prendre des
décision après encore d'autres sanctions, vu que jusqu'aujourd'hui, il dit que ça mène... Non, la question, ce n'est pas une question d'avoir d'espoir. La question, c'est qu'il n'a pas le choix. Il n'est pas chez lui. Les Congo, ce n'est pas son pays. Il n'a pas le droit d'avoir ses militaires chez nous. Donc, d'une manière ou d'une autre, s'il ne quitte pas par la diplomatie, il quittera par la force. Le Congo est trop grand pour lui. Le Congo va l'absorber. Et il devrait, lui, là où il est, se réserver de poser plus d'actes. Parce qu'ici, il ne faut pas regarder la crise sur la dimension des acteurs présents. Il faut regarder la crise sur la dimension de l'avenir où chaque enfant congolais grandit avec cette colère accumulée du fait du comportement du président rwandais pour que, les moments venus, nous puissions régler les problèmes. Nous sommes dans une posture où nous allons utiliser toutes les voies possibles pour nous permettre de restaurer l'intégrité de notre territoire et c'est là personne ne nous empêchera. Une de ces voies, c'est aussi le droit international. Il y avait le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, il était ici à Kinshasa il y a quelques jours et il y a des enquêtes qui sont en cours. Mais ce genre d'enquêtes, ça prend beaucoup de temps. Ça peut prendre peut-être même des années jusqu'à ce qu'il y ait des conclusions. Quand vous voyez ça, qu'est-ce que ça change? Bon, écoutez, il y a une volonté claire cette fois-ci qui est exprimée, à la fois par le Conseil des Nations Unies pour le Haut Commissariat des Nations Unies pour le droit de l'homme, parce que nous y étions à Genève, de manière unanime, tous ont adopté la résolution qui condamne le Rwanda et qui l'oblige à retirer ses troupes de la RDC. Dans la même résolution, on a parlé d'une mission d'établissement de faits et plus tard d'une commission d'enquête. Ce qui nous arrange parce que c'est pour la première fois dans l'Est de la RDC qu'on obtienne une décision si claire et si unanime du Conseil des droits de l'homme. Et d'une autre part, nous avons la Cour pénale internationale qui opère à sa manière. Mais nous étions à Munich avec le président de la République. Les procureurs de la Cour, Karim Khan, avait dit qu'il viendra à RDC. Il est venu parce qu'il a raison. Au regard des actes barbares qui sont commis, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, notamment sur le personnel de la MONUSCO, les écoles, ceci ne peut pas rester sans réaction de toutes les grandes structures mondiales. Et donc ici, nous pensons aussi que sans la justice, on ne sera vraiment pas en mesure de restaurer la paix dans cette partie du pays parce que les acteurs militaires principaux de la guerre d'aujourd'hui sont les mêmes acteurs qui ont fait toutes les guerres du Rwanda en RDC. Donc il faut qu'à un moment donné, ça s'arrête, qu'on les arrête pour qu'ils puissent répondre de leur forfait devant la loi. Parlons des minerais. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans une interview avec le New York Times aux États-Unis, il a fait référence au fait que d'autres pays, comme les États-Unis, doivent passer directement par la RDC pour s'approvisionner en minerais. Et parmi plusieurs, c'était interprété comme une sorte d'offre aux États-Unis d'avoir des minerais de la RDC et en retour, les États-Unis peuvent donner quelques garanties de sécurité. Il faut regarder la question dans son ensemble. La République démocratique du Congo est un pays minier et nous avons, nous, décidé de diversifier nos partenaires. Le président de la République, c'est la première personne qui parle au nom du pays et qui assure l'image ou la valorisation de nos produits ou de nos ressources. Et que s'il y a une volonté exprimée à son niveau de dire, écoutez, pourquoi on n'aurait pas des intérêts américains qui viendraient investir chez nous, il n'y a pas d'inconvénient. Mais après, pour le reste, on pourra discuter dans les cadres des rapports bilatéraux qui existent entre les deux pays, mais aussi dans les cas de rapports qui pourraient éventuellement exister entre les compagnies américaines et l'État congolais. Et le côté militaire, est-ce qu'il peut-il avoir en contrepartie des sécurités garanties, par exemple, des troupes sur place? Nous ne sommes pas encore dans une condition où le contrat a été signé, où l'accord a été signé, non. Nous sommes dans une condition où le président de la République a exprimé une intention. Et c'est une intention légitime parce que la RDC, de par sa vocation, de par sa taille, doit avoir plusieurs intérêts. Et donc, si on a des intérêts américains, pourquoi pas? Mais à ce stade, on ne va pas exclure de ces négociations des garanties sécuritaires. Ça appartiendra aux négociateurs de le faire. Mais il est évident que la préoccupation première pour nous, c'est d'avoir la restauration de la sécurité chez nous. Les églises protestantes et catholiques, ils cherchent une sorte de dialogue direct avec les rebelles des M23. Jusque-là, les gouvernements refusent catégoriquement ce dialogue direct. Mais pourquoi on n'entre pas dans ce genre de dialogue? Parce que qu'est-ce qu'il y a à perdre? On peut toujours commencer à parler. La question, c'est pas... D'abord, ce n'est pas un refus catégorique.
De 2, le président est disposé. De 3, le président a reçu la délégation de l'Église catholique et protestante. Et il leur avait dit que vous êtes en mission, vous commencez, allez-y et vous allez me faire le point. Le moment venu, quand ils reviendront, ils feront le point au président de la République et c'est le président de la République qui statuera. Mais ici, il y a des éléments qu'il faut noter. Par exemple, il n'y a pas de crise de légitimité. Nous avons eu des élections il y a une année. Pourquoi on voudrait donner l'impression qu'il y a une crise de légitimité? Ici, la crise, c'est qu'un pays voisin a décidé d'utiliser des proxys pour affaiblir un autre pays. C'est ça la crise. Et les Congolais aujourd'hui, la priorité numéro 1, lorsque votre maison brûle, c'est de vous assurer que les feux ne se répandent pas et au contraire, vous le conteniez. Et lorsque vous aurez éteint le feu, c'est en ce moment-là que vous pourrez voir quelque chose. Ça veut dire qu'il n'y a pas un refus catégorique. Ça veut dire qu'on pourrait négocier, la RDC pourrait négocier avec les rebelles des M23 direct. Ça, je parlais de l'initiative de prêtres. Sur les rebelles, les terroristes du M23, il n'y a pas de difficulté parce que c'est la même position que nous avons depuis le début. Nous avions dit, et le président a dit qu'on ne va pas négocier avec le Pantin. Nous, on va négocier avec le Rwanda. Parce que les Pantins qui dirigent les M23 n'ont pas d'agenda particulier. Oui, mais l'Église est dans une autre logique. L'Église dit qu'il faut aussi inclure les M23. La question de les inclure ne se pose même pas. On dit, allez négocier avec les M23, discuter avec les M23. Pourquoi? Parce qu'ils ont tué 10 000 Congolais. Donc, il faut donner, nous, la prime à ceux qui tuent. Plus vous tuez, mieux c'est. Non. Nous sommes dans une position de principe qui a été convenue avec les chefs d'État au niveau du sommet de l'EAC. Qu'il fallait un processus politique avec les groupes armés qui est conduit par le président Ruto, le président honoraire du Kenya. Et c'est dans ces cadres-là que ces choses seront réglées. C'est quoi la différence si on parle directement avec les rebelles des M23 ou si ça passe par les processus dont vous avez La différence, parlé? elle est claire. La différence, elle est claire. Lorsqu'on dit on discute directement, ça veut dire vous êtes assis là, moi je suis là. Et nous discutons. Mais ici, nous estimons qu'on ne peut pas offrir un tel luxe à un mouvement terroriste criminel. Aujourd'hui, penser que nous devons discuter avec les M23 directement, c'est exclu. En argument du côté rwandais pour qu'ils disent que voilà, la rébellion a une certaine légitimité, c'est selon eux la présence des FDLR sur le sol congolais, les anciens génocidaires Hutus. Et il y a quelques jours, le Rwanda a reçu quelques personnes où les rebelles des M23 qui ont dit ça, ce sont des FDLR. Est-ce que ça nous montre qu'il y a encore cette menace sur le sol congolais? Mais nous, on appelle le Rwanda empire du mensonge. Regardez l'interview du président Kagame sur CNN. Regardez ce qu'il a dit lorsque lui ont posé la question s'il a de troupes dans l'est de la RDC. Vous avez suivi sa réponse. Il a dit qu'il ne savait pas. Et donc, lorsqu'ils nous sortent ces photos disant que c'est des officiers FDLR qui auraient été trouvés, supposons que ces officiers étaient dans une situation de guerre. Ça suppose qu'après le contrôle des larges pans de la ville de Goma par le Rwanda, ça suppose qu'ils sont soit en clandestinité, soit ils sont morts. Mais quand ils sortent, dans l'hypothèse où ils étaient en clandestinité, ils ne peuvent pas avoir des tennis si bien portés et si bien entretenus. Ça se voit que c'est des tenues qu'on a sortis des dépôts. Ça se voit que les messieurs qu'on présente comme le patron des FDLR, etc., ces messieurs-là, ou le général, c'est un homme utilisé par le Rwanda. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que vous avez des FDLR à Bukavu? Est-ce que vous avez des FDLR dans certaines localités, à Minova ou Calais? Est-ce que vous avez des FDLR là-bas? La guerre, elle est faite parce qu'on veut piller. La guerre, elle est faite parce qu'on veut garder la main sur le Les M23, eux, ils vont dire qu'il y a des Banyamulenge qui se trouvent dans ces zones. Pas. Les M23 est un mouvement de proxy créé par le Rwanda pour faire la guerre. La preuve, il doit y avoir d'ailleurs plus de militaires rwandais qui opèrent que de militaires issus du M23. La question des Banyamulenge est une fausse question. D'abord, de 1. Vous ne pouvez pas prétendre, vous, vouloir protéger une communauté en massacrant le membre d'une autre communauté. La tribu des Banyamulenge, on en parle. Pourquoi? On en parle parce que le président Kagame instrumentalise la question. On en parle parce que lui, il expose nos Tutsis devant les autres communautés. Comment lui, président d'un pays voisin, peut se permettre de se présenter
comme les protecteurs des populations dans un autre pays voisin. Bon, au Congo, nous avons les Bazombo, nous avons les Bakongo. Est-ce qu'il faut que le président angolais ou les présidents Sassou ou les présidents gabonais se disent, moi aussi, parce qu'il y a des Bakongo là-bas, je dois aller les protéger parce qu'ils sont menacés? Mais prenons les exemples de FDLR. Ils sont quand même encore quelques-uns sur le sol congolais, n'est-ce pas? Ils sont quelques-uns, d'accord. Mais pourquoi on était à Nairobi? Pourquoi on était à Luanda? Pourquoi on a fait un plan d'harmonisation et de désengagement? Parce que nous connaissions les problèmes, parce qu'on a esquissé la solution et parce qu'on devait aller à Luanda pour signer et commencer à finir les problèmes de manière définitive. Encore que les troupes ont été listées, leur nombre plus ou moins connu. Suivez ce que disait à l'époque l'ambassadeur rwandais ici en RDC. C'est le Rwanda qui, malheureusement, n'est pas disposé à faire la paix, va chercher à multiplier de prétextes et d'autres prétextes pour garder sa main sur notre sol et continuer les processus de pillage. Son Excellence, Monsieur le Ministre, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.